Ouais, enfin. Allô, allô. Ça marche. Il peut s'introduire tout seul, non? Mais moi, je sais pas. Vas-y, fais-le toi. Ah. Qui c'est qui introduit la première personne qui parle? Moi, je sais pas. Je sais pas. Ouais, je sais pas qui c'est. Comment il s'appelle? Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes réveillés ce matin? Eh ben, on va essayer de vous réveiller. Avant toute chose, on va laisser Michel faire un petit mot d'introduction, qui est le donc, directeur général du Crédit Agricole Immobilier. Ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas. Si, ça Ah, fonctionne. il fonctionne? On vous entend. Alors je m'entends pas. Bonjour à toutes et à tous. J'ai beaucoup de plaisir à être ici avec vous au sein du village d'innovation pour introduire cette conférence avec un beau thème: comment les startups rendent-elles l'immobilier plus accessible? Ouais, vous allez voir, je vais suivre un certain nombre d'idées. C'est quand même intéressant d'inviter un dinosaure, parce que j'ai bien conscience que, faisant partie du vieux monde et de la vieille économie, on a face à nous tout ce qui bouge, qui bouillonne, et vous allez nous expliquer comment finalement vous allez nous mettre à mal ou peut-être nous tuer. En tout cas, ça existe. Moi, mon traumatisme, c'est Kodak. Donc la preuve que tout ce qui se passe et dont vous allez parler aujourd'hui sur l'immobilier est réellement une question d'actualité, particulièrement lorsque, comme moi, on a à diriger une entreprise d'un très beau groupe, le Crédit Agricole, et qui a comme vocation de devenir le troisième métier du groupe pour mieux servir nos clients, l'ensemble de nos 27 millions de clients, 21 millions de clients particuliers, sur ce qui est une de leurs premières problématiques, puisque c'est leur premier budget, le logement. Alors vous avez une question, je me suis pris quelques notes. Vous avez une question qui est intéressante. Comment les startups rendent-elles l'immobilier plus accessible? Ça pose pour moi des questions de transparence, de lisibilité, de sécurité. On est dans un monde qui bouillonne. Qu'est-ce que tout cela signifie? Quelles vont être vos opportunités? Pour moi, la vraie question, elle n'est pas tout à fait là ou pas encore là. La vraie question serait: rendez-vous l'immobilier, allez-vous rendre l'immobilier plus accessible? Avant de vous poser la question du comment. Peut-être que oui. Il y a sûrement des opportunités de marché. L'immobilier, moi qui ai fait de l'assurance de la banque, qui suis passé à la fédération, qui a eu la chance de participer au lancement de ce beau projet du groupe qu'est le village de l'innovation, le monde de l'immobilier, on est encore un peu à l'âge de pierre. Ce n'est pas seulement qu'un jeu de mots. Il y a énormément de progrès à mettre en œuvre, notamment dans tout ce qui concerne le service à nos clientèles. Et je pense que vous allez y participer. Donc de ce côté-là, on peut répondre déjà oui. Vous pouvez rendre l'immobilier plus accessible à bon nombre de clients. Il fallait que les professionnels se bougent avant. Quand on fait de la photo argentique, on s'intéresse vivement à la photo numérique. Pour prendre ce parallèle-là, si on est à l'âge de pierre, vous pouvez bouger, les pierres ne vont pas bouger tout de suite. Peut-être que non, parce qu'on le voit bien, le monde dans lequel nous sommes à l'heure actuelle est un monde qui bouillonne, qui a plein d'idées, que les très gros groupes, les grosses entreprises ont un peu plus de mal, puisque un peu moins agiles par nature, dans leur continuum métier de tous les jours. Ce n'est pas le plus facile que d'être en permanence dans le domaine de l'innovation de rupture. Bien, vous allez contribuer à ce bouillonnement du monde. Ce n'est pas forcément l'élément le plus rassurant pour bon nombre de clientèles. Quels sont les tiers de confiance? Vous renforcez d'une certaine façon, ça me réjouit, les tiers de confiance que peuvent être les très grandes marques, comme sûrement est la marque Crédit Agricole. Donc allez-y, bouillonnez.
Je le disais aussi, je ne vais pas le répéter ici, je le disais à Alexandre et Cynthia qui étaient venus me rencontrer pour préparer un peu cette réunion. Le fait de bouillonner, le fait sans doute de rencontrer, je ne vous le souhaite pas, hein, mais c'est ainsi la vie des échecs, de mettre, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux en termes de notoriété, ne peut que contribuer, si vous n'y prêtez pas attention en termes de sécurité, à inquiéter un peu plus un certain nombre de clientèles qui naturellement vont se retourner vers les grands acteurs qui sont, à tout le moins, des marques comme celle du Crédit Agricole. Il n'y a pas que la nôtre, il y a la Poste, il y a la Caisse d'épargne. Tous les acteurs bancaires ont une image de stabilité, même si notre presse tous les jours n'est pas des meilleurs, et qu'à voir ce qui se passe à l'heure actuelle avec les frais bancaires, mais on est quand même des éléments de stabilité. Je pense qu'on confie plus son épargne volontairement à nos groupes qu'à des startups comme les vôtres, ou celles que vous représentez, pour des raisons là aussi évidentes de sécurité et d'existence sur la place depuis très longtemps. Il ne m'appartient pas de répondre à l'ensemble de ces questions. Je pense que c'est les éléments dont vous allez débattre aujourd'hui. Moi, ce que je sais, ce que représente cette conférence, c'est, je voudrais le placer aussi au centre du village de l'innovation, qui est quand même un très bel engagement de l'ensemble du groupe Crédit Agricole et des partenaires qui nous accompagnent, qui vous accompagnent. C'est un élément indispensable à ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde. Un groupe comme le nôtre a des responsabilités immenses. On a 37% des ménages français. Nous avons 30 à 35% de financement de l'économie française. Il nous faut être aussi auprès du monde qui bouge et pas que de l'ancien monde, c'est-à-dire votre monde, pour vous accompagner. C'est tout le sens du village où nous avons voulu favoriser l'émergence de nouveaux talents. Je pense que vous en représentez pour bon nombre beaucoup, de nouveaux projets innovants, accompagner également l'ensemble des acteurs dans leur réussite, qu'il s'agisse des anciens acteurs ou des nouveaux acteurs de l'économie, en servant mieux, puisque c'est une des ambitions d'un groupe comme le nôtre, territorial, le développement de l'ensemble des territoires, qu'ils soient physiques, nos régions, ou métiers sur l'ensemble des activités. Ça, c'est un des points importants du positionnement de notre groupe et l'accompagnement de l'innovation au travers du village de l'innovation. C'est aussi le sens de l'engagement de CAI que je souhaiterais souligner, puisque CAI, depuis le départ, est un des partenaires du village de l'innovation, un partenaire important, un partenaire ambassadeur dans la terminologie, pour différentes raisons, parce qu'on est au sein du groupe Crédit Agricole, parce que le groupe Crédit Agricole a un domaine d'excellence qui est maintenant affiché comme un relais de croissance, le domaine du logement, et on représente ce métier-là, mais également parce que le métier de l'immobilier, encore une fois, qui est très présent dans l'économie française et dans la représentation de nos clientèles, doit être un des domaines très innovants pour plein de raisons. De nombreuses raisons, l'environnement, la qualité de vie à son domicile, la qualité de vie dans les bureaux. Donc on compte également au niveau de CAI beaucoup être présent pour voir un peu cette ébullition que vous représentez. C'est aussi une façon de... Et il y a ici mon représentant qui restera avec vous, Vincent Jeannot, pour laquelle au sein de CAI on a mis en place une fonction, j'ai voulu mettre en place une fonction de responsable de l'innovation pour faire le lien avec des ensembles comme celui du village de l'innovation ou d'autres en France, puisqu'on a la chance aussi d'être représenté sur l'ensemble du territoire français, pour voir ce qui se passe, injecter de la culture innovation plus forte au sein de Crédit Agricole Immobilier. Et moi, j'ai une conception, moi qui ai participé lorsque j'étais à la Fédération au lancement du Castor et à la mise en place des premiers éléments du village de l'innovation, il ne faut pas grand-chose. Il faut juste avoir tout le temps, ou rechercher à avoir tout le temps, un quart d'heure d'avance. Pourquoi ? Parce que dans le quart d'heure, on peut être copié. Mais si l'on a une culture à rechercher, à être toujours en avance sur l'ensemble de ces métiers, l'ensemble de ces dispositifs, cette avance, je pense que c'est une stratégie et des tactiques gagnantes au regard de ceux qui nous jugent, nos clientèles. Il est très important d'être à vos côtés aussi à ce titre-là, en termes de culture pour Crédit Agricole Immobilier. Voilà, moi je ne serai pas plus long, il y a sans doute beaucoup à dire. Je voudrais juste vous souhaiter d'avoir une très bonne conférence et de très beaux échanges. Et en forme un peu de boutade, moi qui vais bientôt arrêter ma carrière volontairement, puisqu'il faut laisser la place aux jeunes, j'ai trouvé hier, en préparant ça un peu plus formellement, une très belle phrase d'Oscar Wilde, que les plus anciens me pardonnent dans cette salle. Votre nouvelle génération, que vous représentez pour beaucoup, tous et toutes, est épouvantable pour le vieux monde. Mais j'aimerais tellement en faire partie. Bonne journée. Merci beaucoup.
Merci pour ce court mot d'introduction. On va passer donc directement à la conférence et dans le vif du sujet. Avant toute chose, donc merci à tous d'être venus. Merci au village de nous accueillir. Pour commencer, déjà, qu'est-ce que c'est qu'Upstone ? On va peut-être commencer par ça. Upstone, aujourd'hui, c'est un collectif, pour l'instant, de start-up qui vise à réunir l'ensemble des acteurs de l'immobilier. En tout cas, tous ceux qui veulent participer, échanger et débattre pour amener un nouvel éclairage sur les changements que connaissent et subissent le secteur de l'immobilier. Alors, ce mouvement, ce collectif a été fondé en partie par les 5 personnes qui sont ici devant moi et que je vais amener à se présenter. Je vais commencer par toi, Stan. Du coup, tu as fondé Imoxo. Tu as 3 mots pour nous dire ce qu'est Imoxo. Enchère immobilière. Très bien, 2, ce sera très suffisant. Paul, tu as fondé 4 épingles. C'est de la conciergerie connectée. Alexandre, Baltis Capital. C'est du crowdfunding en immobilier commercial. Ouais, tu as dépassé la... Cynthia pour Obléo, du coup, qu'est-ce que c'est ? Une plateforme de mise en relation entre des acquéreurs et des chasseurs immobiliers. Et enfin, Martien pour Isroom, anciennement Le Bon Coloc. C'est la colo. C'est la colocation ouverte aux agences immobilières. Voilà, si les présentations sont aussi rapides, c'est qu'il y a une raison, c'est que on est dans une causerie d'Upstone. Et une connerie d'Upstone, ça doit respecter quelques règles parce qu'on est en train de dire qu'on veut dépoussiérer l'immobilier. On est en train d'apporter un éclairage là-dessus, mais on veut bien aussi dépoussiérer les tables rondes, c'est-à-dire arrêter d'avoir des gens qui parlent de leur marque. Donc c'est la première règle, je ne veux pas entendre le nom de la boîte de qui que ce soit. La deuxième règle, c'est qu'il ne faut pas parler trop longtemps. Pour l'instant, on a mis 60 secondes, j'aurai pas de chronomètre sur moi, mais à l'oreille, je pourrais quand même faire respecter la règle numéro 3, c'est que... celui qui ne respecte pas la règle numéro 1 ou 2 payera un verre à tous les participants de la table dont je fais partie, donc je vais me faire l'effort de bien vérifier tout ça. On va rentrer donc... Ou toute la salle. Tous les participants pour l'instant. Si tu fais 2 minutes, ce sera peut-être toute la salle. Du coup, la question c'est comment les startups aujourd'hui, elles rendent l'immobilier plus accessible. On a identifié plusieurs choses et la première des choses qu'on a identifiées, c'est vraiment l'information. Et donc je vais me tourner vers vous et vers toi, Stan. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que les clients ont besoin de plus de transparence sur Internet et comment les startups peuvent aider sur ce sujet-là ? Alors oui, pour moi la question est même évidente puisque l'Internet c'est la première ressource pour chercher de l'information. Et l'immobilier, on sait que c'est un thème qui touche tout le monde, mais c'est un thème qui stresse tout le monde. Moi, j'étais assez étonné de découvrir, et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle j'ai fondé. C'est que les gens ont besoin de comprendre ce qui va se passer, ont besoin de maîtriser. Ils viennent voir des experts, ils veulent choisir leurs experts, et donc l'Internet apporte ça. Ça, c'est indubitable. Je vais m'arrêter là. Et du coup, comment aujourd'hui les startups peuvent accompagner ça ou qu'est-ce que quelqu'un d'autre peut répondre ? Alexandre, par exemple, comment toi tu penses qu'on peut accompagner le client aujourd'hui dans la recherche d'informations, dans la transparence Déjà, de manière générale, dès qu'on a besoin d'une information aujourd'hui, on va effectivement sur Google, que ce soit pour organiser un voyage, pour se déplacer ou finalement quand on a un sujet qu'on ne maîtrise pas, comme par exemple l'immobilier ou comme la finance, on se renseigne tout de suite sur Google, on tape la question et généralement on trouve une réponse. Mais c'est vrai que ces informations sont souvent perdues sur plein de sites différents. Il n'y a pas un site qui rassemble toutes les informations de la même question pour accompagner le particulier sur un sujet en particulier. Donc c'est ce besoin de regrouper surtout l'information sur une même plateforme ou sur un même site pour que l'investisseur ait d'un seul coup toutes les informations concernant sa question. Et c'est surtout des thématiques très fortes, comme il y a la transaction, il y a la location, il y a la recherche d'appartements, il y a l'investissement, et puis il y a le service qui est attrait à l'immobilier. Donc on voit que, et c'est une des raisons pour lesquelles Upstone est un collectif, parce quand on voit qu'il y a plus de 75 startups dans les dernières années qui se sont créées, il y a un vrai mouvement de real estate tech. Chacun de nous, je pense, a fait le constat d'un besoin ou d'une problématique à répondre du client final. Et c'est bien cette démarche qu'on vient apporter, cette démarche d'apporter de la transparence sur ce process en particulier qui génère du stress.
Et du coup, d'après ce que disait Alexandre et ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, vous adressez une problématique qui est identifiée, qui est presque en fait un trop-plein d'informations. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as constaté, Cynthia, et est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu as créé ça et ça une start-up? Effectivement, Internet a permis d'agréger énormément d'informations sur le web. L'information, elle est diffuse, elle est très atomisée aujourd'hui. Après, je rajouterai un point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a 95% des gens qui commencent leur projet immobilier ou qui poursuivent leur projet immobilier sur Internet, mais ce n'est pas un médium exclusif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet, c'est un prérequis. Mais les autres canaux comme la presse, comme les agences physiques, comme les relations humaines sont aussi extrêmement importantes. Donc ce n'est pas des médiums qui sont exclusifs. Il y a un besoin d'information, il y a un besoin d'agréger l'information. Effectivement, il y a un besoin de transparence. Et les startups qui sont un peu le prérequis du digital aujourd'hui agrègent cette information. On a un besoin de transparence, on n'a pas besoin de plus d'informations, on a simplement besoin de clarifier l'information. On a besoin aujourd'hui d'une bonne information. Est-ce que justement, du côté des professionnels de l'immobilier, c'est pas entre guillemets une espèce de brèche qui laisse aujourd'hui aux startups de pas diffuser suffisamment d'informations, de pas être suffisamment transparent ou de pas suffisamment travailler l'information? Je te laisse répondre, Martien, je vois que tu as le micro. Pour moi, l'information, c'est important et elle existait déjà avant. Sauf qu'aujourd'hui, l'information doit être pertinente et surtout doit permettre d'être mis en contact avec l'interlocuteur qui va pouvoir adresser le besoin. Et en fait, l'idée, c'est aussi de permettre à des professionnels de l'immobilier, les agences, les promoteurs, finalement, de recevoir un client qui est mieux qualifié parce que mieux informé. D'accord, donc quelque part, en fait, aujourd'hui, donc, le constat, c'est qu'ils ont accès à plus d'informations, voire trop d'informations. Donc il faut rendre cette information accessible, lisible, qu'ils puissent l'avoir pour, entre guillemets, s'auto-former. Est-ce que c'est un besoin des particuliers, des clients que vous avez aujourd'hui de s'auto-former et de devenir, sachant dans leur métier avant d'aller rencontrer un professionnel ou avant de rencontrer qui que ce soit? Dans la transaction, un des mouvements très très forts qu'on voit, c'est la visibilité qu'on peut donner maintenant aux annonces. C'est la visite virtuelle, c'est les photos professionnelles, c'est la géolocalisation, qui sont des mouvements très forts, et c'est la quantité d'informations sur le bien. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, les personnes veulent d'abord se poser et après veulent pouvoir s'insérer dans un processus qui est un processus qui nécessite un professionnel parce que ce sont des enjeux très forts, l'immobilier. Et donc on tend vers ça et nous aujourd'hui quand on a sur nos annonces plus de 170 champs référencés, c'est pas pour mettre 170 champs, c'est parce que on a identifié le besoin chez nos consommateurs finaux d'être certains de se diriger vers le bien qui leur convient. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Un petit point sur ce que dit Stan, c'est qu'effectivement il y a un besoin d'information et aujourd'hui je pense, et c'est de plus en plus vrai, c'est que les gens ont besoin de beaucoup d'informations avant de se décider. Et on voit l'émergence des avis clients, on voit l'émergence des process qui sont de plus en plus longs. Alors, si vous avez des sites internet, vous passez un peu de temps à regarder, vous allez voir que les gens viennent sur votre site, repartent, reviennent, changent de canaux. Il y a un vrai enjeu, en tout cas aujourd'hui, des particuliers, mais même des professionnels, de savoir avant de choisir. Et cette information, justement, ça regroupe ce besoin de transparence et ce besoin de diffuser de l'information parce qu'elle est nécessaire aujourd'hui pour les particuliers, que ce soit des vendeurs, des acquéreurs, des bailleurs, des locataires, avant de faire leur choix. Ils veulent être certains de faire le bon choix. Et à la transparence d'info, il y a aussi un point qui est très nouveau, il y a beaucoup de startups qui travaillent là-dessus, c'est la transparence de la méthodologie, de la manière de faire. Ce que la startup rend accessible dans l'immobilier, je trouve beaucoup, c'est faciliter la consommation. On donne l'info, on crée la transparence, la personne travaille, et puis on l'amène à faire l'acte d'achat. Et là-dedans, la transparence sur la manière de travailler, pour la chasse, pour tous les métiers, c'est fondamental. Et c'est là où le professionnel de faire ce travail d'ouverture et d'éducation. Voilà, moi je travaille comme ça, voilà comment je présente, voilà qu'est-ce que j'utilise comme outil, voilà, et ainsi de suite. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, que la transparence, on a parlé tout à l'heure, la quantité d'informations qu'on est capable d'avoir sur le bien, la qualité des informations qui sont autour du bien, autour de ce qu'on vend au final. Mais est-ce qu'il doit y avoir aussi justement une transparence de la marque et de la manière de travailler pour rassurer le client? Est-ce qu'il y a un besoin de réassurance, justement, comme on parlait tout à l'heure? Justement, le but d'avoir de l'information, c'est justement pour rendre le produit ou le processus transparent.
C'est vrai qu'aujourd'hui, les particuliers veulent savoir exactement dans quoi ils investissent, quel est le véhicule juridique, quelle est la fiscalité, où est-ce que se situe le bien immobilier, quels sont les risques, quelle est la fiscalité, enfin toutes les questions qui portent sur, alors nous sur la partie investissement, les gens veulent savoir dans quoi ils investissent, ils veulent choisir dans quoi ils investissent, ils veulent qu'il y ait un investissement concret, un investissement utile qu'ils peuvent visiter, qu'ils peuvent voir. Donc toute cette information sert justement à rendre le bien immobilier ou le projet très concret, très simple et savoir effectivement où part l'investissement. Et est-ce que tu penses qu'il y a aussi un besoin de savoir avec qui ils investissent? Savoir quelle est la structure, comment elle travaille, comment elle a l'habitude de travailler, est-ce qu'elle livre à temps par exemple, est-ce qu'il y a des défauts, est-ce qu'il y a des plaintes autour de... Ça fait partie un peu du package global, de savoir effectivement comment c'est monté, quels sont les risques encore une fois, qui gère aussi après, de quelle manière comment ça se passe. On a aussi l'information effectivement sur avec qui on investit, quelles sont les règles entre chacun. Ça fait partie d'un tout où on a besoin de transparence sur toutes les grandes étapes de l'investissement, du montage à la gestion. Est-ce que dans tes process d'investissement, les investisseurs, une fois venus sur ta plateforme, ils rentrent en contact avec vous? Est-ce qu'ils ont un contact humain où il y a un professionnel accrédité, j'ai envie de dire, qui vient lui rassurer? Ça, c'est un autre sujet aussi. D'ailleurs, c'est l'histoire de confiance. C'est vrai qu'en étant des startups, on est encore nouveau, on a tous 1 an, 2 ans maximum d'existence. On propose des solutions d'investissement, donc on a aussi besoin de crédibilité. On n'a pas un track record énorme forcément. Donc on a forcément à un moment besoin d'une rencontre humaine pour savoir effectivement qui monte le projet, qui le gère ensuite. Qui dit startup souvent dit jeune aussi, donc moins d'expérience. Donc on a besoin aussi de rassurer les investisseurs en faisant des rendez-vous finalement physiques, en faisant des petits déjeuners ou des rendez-vous personnalisés avec chaque investisseur. Tous les investisseurs qui ont investi sur notre plateforme, on les a rencontrés avant. Du coup, Cynthia, toi qui justement a identifié ça, pourquoi aujourd'hui tu vas faire une plateforme qui va permettre de mettre en avant qui est le chasseur, comment il travaille et compagnie? C'est ça que tu as identifié? Il y a un besoin là-dessus de se positionner vraiment pour faciliter la rencontre avec le professionnel de l'immobilier. Aujourd'hui, il y a une espèce de, comment dire, de frein à ce que les personnes rencontrent les professionnels de l'immobilier. Ils ont peur de passer au moment de la rencontre et de savoir avec qui travailler. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est déjà, il faut rassurer le secteur immobilier, les professionnels immobiliers. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont extrêmement satisfaits de leur service, même s'il y a une certaine méfiance parfois et un besoin de réassurance et de rassurer effectivement les particuliers auprès des professionnels auxquels ils vont confier leur projet, que ce soit de l'achat, que ce soit de la vente. Effectivement, nous, on a identifié le fait qu'un partenaire, un professionnel avec lequel vous allez travailler, il faut qu'on soit sûr que ça soit le bon. Et comment on peut s'assurer que c'est le bon? Alors, c'est par effectivement son track record, les choses qu'il a pu faire auparavant, les acquisitions qu'il a pu réaliser, les ventes qu'il a pu réaliser, ce qui vous permet de vous projeter quelque part dans une similarité de situation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas mais qui a vécu la même chose que vous et qui vous donne un avis positif sur ce professionnel. Et il y a vraiment cette notion de se dire c'est le bon professionnel par rapport à mon projet. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont déçus de leur relation avec des professionnels immobiliers, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. L'objectif de notre plateforme, c'est vraiment celui-ci, c'est de donner de la visibilité aux professionnels immobiliers, mais c'est surtout de permettre de se réassurer et d'être certain que le professionnel avec lequel vous travaillez, vous avez envie de travailler avec lui et que vous avez déjà une approche qui est extrêmement positive avant de rentrer en contact avec lui. Donc il y a besoin aujourd'hui de rassurer le client. Et comme on l'a dit, donc l'information, au final l'accès à l'information, la transparence permet de pousser les gens à l'action. Et c'est un peu ce qu'on va voir, ça va être la deuxième partie. C'est qu'aujourd'hui les startups aident à l'action. On va essayer de savoir comment. Et je vais aller vers toi Martien aujourd'hui. Comment on peut faciliter la prise de décision des clients? Alors, nous, on est un peu particulier parce qu'on adresse ce qui était une niche et qui maintenant commence à se développer, et notamment auprès des actifs et des retraités, qui est la colocation. Donc, qui dit colocation, c'est un nouvel usage. Donc, en fait, la réglementation n'est pas forcément connue. Donc là, nous, on apporte vraiment de l'information qui est à jour et qui est très spécialisée. Donc, pour revenir à la question, nous, on a des appels de parents qui souhaitent se renseigner sur la réglementation en termes de colocation, la solidarité, l'assurance,
avant de choisir la colocation pour leurs enfants. On a aussi des adultes qui maintenant sont dans la vie active et souhaitent se mettre en colocation mais ne savent pas comment ça fonctionne. Et là, on est vraiment un réassureur en permettant cette information, mais derrière, on va aussi permettre aux professionnels de l'immobilier de passer à l'action. Donc du coup, en fait, d'adresser ce nouveau marché qui, jusqu'à présent, leur échappait parce que finalement, elles étaient des intermédiaires. Donc on apporte à la fois de la réassurance côté clientèle, mais aussi de l'action pour les acteurs traditionnels que peuvent être les agences, les administrateurs de biens ou les sociétés foncières. D'accord, donc sur la colocation, c'est intéressant parce qu'au final, c'est la découverte plus ou moins d'un nouveau marché qui fait peur à tout le monde, qui fait peur du côté du professionnel d'aller sur ce secteur-là parce qu'il ne le connaît pas, il ne connaît pas la manière dont ça fonctionne et comment réussir à créer un business autour de ça. Et du côté du particulier, de réussir à aller justement vers cet outil qui est inconnu, où il n'y a pas de normes, où il y a peu de choses là-dessus. Je vais revenir sur un métier un peu plus traditionnel, celui de la vente de biens immobiliers. Aujourd'hui, Stan, toi, comment tu peux aider à la prise de décision, accompagner, pousser à l'action pour quelqu'un qui veut vendre son bien immobilier Oui, nous, on a pris un parti pris hyper basique. On s'est dit, qu'est-ce qui empêche les gens de se porter acquéreur sur un bien? Et en fait, on s'est rendu compte que le premier élément de blocage, c'était le prix. Et le constat, c'était aujourd'hui, le marché immobilier, quand je mets mon bien en vente, en fait, les biens sont présentés au prix du vendeur. Voilà. Pourquoi? Parce que l'agent immobilier, il va rentrer le mandat. Souvent, effectivement, il fait une estimation, mais au finish, le vendeur, s'il veut vendre à 100, il va donner son mandat à 100 et le bien va être présenté à 100. Et donc, ça freine les acteurs. On a connu 3 ans de marché avec des volumes extrêmement limités parce que le frein, c'était le prix. Et donc, nous, on a voulu débloquer ça. Et c'est un peu d'ailleurs dans ce sens-là où je me retrouvais beaucoup dans le thème en disant, là, les startups rendent vraiment accessible l'immobilier, accessible l'immobilier achat en débloquant le prix. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre, au lieu de présenter le bien à la mise à prix, qui est le prix du vendeur, on va le présenter, au prix du mandat, qui est le prix du vendeur, on va le présenter à une mise à prix volontairement attractive. Les gens vont avoir l'occasion de visiter le bien, de s'intéresser. Et en fait, on a ouvert la porte. Voilà. On a dit, il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus de porte d'entrée avec c'est tel prix, on ouvre la porte. Voilà, c'était la petite technique. Du coup, c'est vraiment le prix qui a changé un petit peu ça. Quelqu'un d'autre qui arrive par le prix aussi, c'est toi, Alexandre. Est-ce que justement, travailler sur cette notion de prix, d'accessibilité à l'investissement, a permis de pousser des gens à l'action, plus de gens, de toucher une autre cible peut-être? Effectivement, les particuliers qui veulent investir dans l'immobilier, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Nous, on rend accessible aussi l'investissement en termes de ticket d'entrée, parce que les opérations sont ouvertes à partir de 5 000 euros. Donc à partir de 5 000 euros, vous pouvez investir dans l'immobilier. Et le fait de passer à l'action aussi, c'est de pouvoir investir dans un seul bien immobilier identifié. Et pour donner une petite anecdote, on a fait une opération sur une poissonnerie à Lille. Et il y a un des investisseurs qui habite en face de la poissonnerie, donc il voit la poissonnerie depuis chez lui. Donc ça, je pense que ça a été effectivement... ça a déclenché l'action d'investir en se disant, voilà, j'achète la poissonnerie qui est en bas de chez moi, je connais le poissonnier, je peux y aller tous les jours si je veux. Ok, du coup, effectivement, tu as réussi à toucher une plus grande cible grâce à ça. Et du coup, je vais arriver sur une autre question sur la prise de décision. Je vais aller vers toi, Paul, parce que tu parles pas beaucoup depuis le début. Je suis pas dans la question encore. C'est ton tour, arrive je suis bien justement. après, moi. Pour justement sur cette prise de décision, sur ce passage à l'action, est-ce que c'est pas la différenciation, le fait de se différencier qui peut justement amener des gens à se pousser à l'action et à prendre des décisions Alors, en effet, la différenciation, nous on est convaincus que ça vient par le service. On se concentre beaucoup aujourd'hui sur la particularité du bien et on oublie souvent à parler de ce qu'il y a autour, en tout cas des services qui peuvent venir avec. Et en effet, pour se différencier, se dire que le bâtiment, en tout cas le bien immobilier qui s'insère dans son tissu économique local, qui va faire travailler ses artisans, qui apporte en tout cas un lien vraiment avec les professionnels du quartier, je parle bien de l'aspect local, c'est comme ça que on peut se différencier des autres qui vont parler que des murs et de ce qu'il y a à l'intérieur et non à l'extérieur. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien, comment vous avez fait ce tour de magie? Pardon? Comment vous avez fait ça? En fait, on va rencontrer les acteurs locaux et justement, grâce aux nouvelles technologies, applis et autres, on va pouvoir ouvrir un corner de service au centre de l'immobilier
Et je parle bien du résidentiel comme du commercial, comme de l'entreprise, hein. Et donc l'objectif, c'est d'apporter à ces bénéficiaires, à ces utilisateurs, eh bien, un lien direct avec les commerçants du quartier. Et c'est comme ça qu'on crée de la différenciation au sein de l'immobilier. Donc toi, tu crées de la différenciation justement sur le lieu, sur l'immeuble, sur l'endroit. Cynthia, est-ce que tu as une idée justement comment on peut créer de la différenciation sur le professionnel de l'immobilier, comment lui il peut se différencier et est-ce qu'il a des outils pour ça justement pour amener les gens à travailler avec lui? C'est important, la différenciation, elle vient effectivement, je pense, et j'en suis convaincue, du service. Aujourd'hui, Internet, les startups, le digital, la dématérialisation, elle permet de faciliter la rencontre de l'offre et de la demande, c'est un fait. Après, il faut aller plus loin. Il faut intégrer des services à cette rencontre de l'offre et de la demande. Et ça vient justement par l'accompagnement de l'acquéreur, dans notre cas, l'accompagnement du vendeur, l'accompagnement du professionnel. Aujourd'hui, on ne veut pas, typiquement dans le cas de Martien, de la colocation ou de la location, alors on n'a pas le droit de parler de nos startups, mais on a le droit de parler de celles des autres. C'est important qu'un bailleur rencontre ce locataire. Ce qui est encore plus important, c'est après de faciliter les démarches, de faciliter la rédaction du bail, de faciliter leurs échanges. Et aujourd'hui, justement, c'est aussi l'intérêt des startups, en accord et en collaboration avec les professionnels installés, de développer ces outils, de développer ces services pour offrir cette différenciation qui doit se nourrir effectivement des outils du digital et l'expérience et du professionnalisme des acteurs déjà en place. Et de toute façon, on fait tous des métiers qui sont assez simples, hein. C'est de l'achat, c'est de la vente, c'est de l'investissement, c'est de la gestion. Donc l'origine du service est très simple. Et pour moi, la différenciation, c'est plus sur le fait de le rendre encore plus simple, encore plus transparent, encore plus géré. Et est-ce que finalement, on a tous des métiers de service où on met en relation finalement 2 personnes ou plusieurs personnes. Donc la différenciation, l'innovation, elle est simplement sur le fait que ce soit plus simple, plus transparent pour le particulier. Et on a tous des métiers de plateforme, c'est-à-dire qu'on a tous fait ce travail de comprendre comment se fait, comment faciliter l'acte d'achat avec une plateforme, une interface, une app qui quelque part va déclencher cet acte d'achat. Et justement, la question, alors je vais poser à toi Martien, parce que je vois que tu as envie de nous dire quelque chose. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas ces outils-là qui viennent en plus? Est-ce qu'on ne doit pas créer justement ces outils-là pour l'accompagnement sur Internet, mais aussi sur le smartphone qui est le prolongement de soi-même pour beaucoup de gens et qui justement facilite l'accès à l'information, facilite la prise de décision parce qu'on a l'impression d'avoir toujours quelque chose sur lequel on peut se reposer pour passer à l'étape suivante qui est l'investissement immobilier, habiter quelque part, trouver son logement. Alors, moi, je suis d'accord sur les plateformes, c'est-à-dire qu'on apporte une fluidité dans l'expérience utilisateur vis-à-vis de l'immobilier. Mais je pense que ce qui différencie vraiment, c'est la façon dont nous, on approche l'immobilier, qui est en fait pour nous, quelqu'un qui souhaite acquérir ou se loger, finalement, c'est un besoin à vie. Donc, c'est un client pour les professionnels à vie. Et lorsqu'on a commencé à travailler avec les professionnels, on s'est rendu compte qu'il y avait une relation qui était intense avant, et qui était concrétisée par un contrat, que ce soit un bail ou un acte d'achat, et ensuite qui s'arrêtait. Et finalement, en fait, une fois qu'on est devenu vraiment client de l'agence ou du professionnel, c'est là que la relation s'arrête. Et en proposant des services, on fait durer la relation, donc de la récurrence, et donc des revenus en plus pour les professionnels. Et c'est là où en fait on change la façon de travailler des professionnels de l'immobilier, qui était plus en fait sur, on va dire, du one shot. En leur permettant d'avoir des services en plus, on leur permet d'avoir une relation beaucoup plus longue et rémunératrice avec leurs clients. Donc aujourd'hui, est-ce que justement le besoin de la part du particulier, c'est du coup d'être accompagné, d'être suivi? C'est pas seulement l'achat d'un produit. Est-ce que le produit justement est pas remplacé par un espèce de package produit plus service, accompagnement dans le temps? Est-ce qu'il n'y a pas un besoin tel que ça dans l'immobilier? Pour moi, enfin, de toute façon, les professionnels de l'immobilier ont évolué. Hein. Maintenant, en fait, ils proposent de l'accompagnement sur les projets immobiliers. Donc, ça va des métiers traditionnels à de la conciergerie. Nous, sur la plateforme, on propose tout ce qui permet finalement de vivre ensemble. Donc, à la fois de trouver le bien immobilier, mais aussi de gérer que ce qu'on fait pour les tâches ménagères, les courses, etc.
Et ça, pour nous, ça fait partie de l'expérience immobilière. Parce que le but, évidemment, c'est de donner de l'information déjà aux particuliers qui trouvent l'information. Mais une fois qu'il l'a trouvée, c'est bien. Mais en fait, il faut ensuite l'accompagner sur le processus d'achat, de vente ou d'investissement. Donc c'est bien d'avoir l'information, mais ensuite, c'est encore mieux d'avoir le conseil pour réaliser l'objectif de la personne. Toi, aujourd'hui, par exemple, tu accompagnes les gens en plus donc, dans l'investissement immobilier. Ils investissent pour une raison ou pour une autre. Est-ce que tu les accompagnes après sur la suite des événements, comment gérer son argent, quand sortir, pourquoi? Oui, il y a une grosse partie de pédagogie effectivement sur l'accompagnement du client, mais il y a aussi une partie conseil pendant toute la période d'investissement. On les aide par exemple dans leur déclaration fiscale chaque année, dans leur déclaration d'impôt, en leur disant cette année vous avez tant à déclarer dans tel cas sur votre fiche d'impôt. On les aide aussi en cas de succession, en cas de donation, en cas dès qu'il y a un incident de vie ou quelque chose comme ça, on les accompagne sur les sorties, on les accompagne sur les transactions, sur les ventes, sur le marché, sur la liquidité. Donc le but c'est de l'accompagner effectivement sur le processus qui peut de passer à l'action et ensuite sur toute la durée de vie jusqu'à la fin du projet. Donc du coup, on est d'accord qu'aujourd'hui, tu vends pas un produit immobilier, c'est tout le service qui est autour que tu vends. C'est une solution qui est gérée du début, du montage à la gestion et jusqu'à la cession. C'est un accompagnement de A à Z, donc de maintenant à dans 10, 15, 20 ans. Ouais. Ok. Et je vais prendre l'exemple de Paul, parce que je pense que toi, tu es un des premiers à avoir compris qu'on vendait pas juste un bien immobilier, mais tout ce qu'il y avait autour. On sait aujourd'hui qu'on vend l'environnement. Je pense que tous les professionnels de l'immobilier le savent aujourd'hui, que l'environnement compte autant que le bien immobilier, mais même ce qu'il y a autour du bien immobilier plus proche compte beaucoup. Alors évidemment, on parle vraiment de proximité. Alors, quand on parle de services, nous, on est persuadé que l'immobilier, encore une fois, qu'il soit commercial, résidentiel ou professionnel, eh bien, il s'intègre en fait dans les nouveaux modes de travail dans les entreprises. Et du coup, on travaille plus seulement que dans son entreprise. Et du coup, eh bien, proposer du service dans le quartier, mais aussi sur le parcours du quotidien des différents consommateurs, ça permet eh bien, dans leur vie de tous les jours de pouvoir eh bien, à la fois combiner leur vie professionnelle et leur vie privée. Et du coup, quand on part de chez soi, eh bien, faire travailler son tissu économique local ou sur son trajet ou dans les transports en commun, ça permet en effet eh bien, d'apporter du service en plus aux consommateurs tout en respectant eh bien, la notion un peu d'éco-responsabilité et de tout ce qu'on peut proposer pour aider le consommateur dans son quotidien. Et du coup, en fait, tout ça, parce que aider le consommateur dans son quotidien, est-ce que c'est pas aussi un changement des habitudes de consommation de la part des consommateurs et un changement de manière de vivre? Je vais me tourner vers toi, Martien. Peut-être que c'est quelque chose que tu as identifié assez rapidement et la raison pour laquelle tu as créé la start-up que tu as créée. Est-ce que tu as senti, toi, justement, ce changement des habitudes de consommation, ce changement de manière de vivre l'immobilier? En fait, la genèse de notre projet, c'était vraiment que la colocation, c'est de l'humain. Donc finalement, c'est la rencontre de gens qui ne se connaissent pas, mais qui vont partager de l'intimité. Et en fait, le but du jeu, c'était de favoriser le bien vivre ensemble. Donc, qui dit favoriser le bien vivre ensemble, dit à la fois je te choisis parce que tu as tel âge, tu as les mêmes loisirs que moi, mais en fait, le facteur clé, c'est ta personnalité qui doit être compatible avec la mienne. Et donc, on a ajouté cet ingrédient qui permet finalement de savoir à l'avance si nos personnalités vont matcher. Donc, on est parti de là et en même temps, on a été aussi accéléré par l'évolution, en fait, l'économie du partage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, il y a des choses qu'on n'aurait jamais imaginé partager, mais on fait un arbitrage entre ma voiture est disponible 90% du temps, pourquoi ne pas la rentabiliser en la louant à quelqu'un? Eh bien, l'immobilier, c'est pareil, c'est-à-dire que je suis propriétaire, j'ai un appartement qui est très grand, j'ai de la vacance locative, avec la colocation, je trouve une solution qui est rentable, qui est maintenant sécurisée, avec un cadre légal bien défini, et qui va me permettre finalement d'avoir plus de revenus. Mais pour ça, j'ai besoin de confiance. Et donc, nous, on apporte cette confiance aux locataires pour bien trouver les bonnes personnes et aux propriétaires pour trouver finalement les colocataires qui vont avoir les revenus suffisants, les recommandations suffisantes pour payer le loyer.
Ok, donc ça, ce qui est... Tu vas pouvoir nous payer une tournée aussi. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que les gens ils changent d'habitude de consommation, mais ils ont peur de ça en fait. Et du coup, ils ont besoin d'être rassurés là-dessus. Il y avait une stat Blablacar qui était intéressante qui disait que tu faisais plus confiance à un chauffeur Blablacar qu'à ton voisin ou qu'aux gens qui habitaient dans ton quartier. Du coup, tous ces sujets-là sont assez intéressants. On parle de service, mais on revient très vite à l'information et à la confiance qu'on peut avoir dans les gens avec qui on travaille. Je vais un peu revenir sur les professionnels de l'immobilier. Je vais me tourner vers toi, Stan. Et ma question, c'est aujourd'hui, est-ce que l'issue des professionnels de l'immobilier, c'est pas justement de proposer un meilleur service, plus de services pour réussir à continuer? Parce que tout à l'heure, Michel qui est parti en parlait et nous disait qu'il y avait cette peur que les agents immobiliers disparaissent, que les professionnels de l'immobilier disparaissent. Est-ce que c'est pas l'issue, le point essentiel, c'est de proposer plus de services ou un meilleur service? Je sais pas si c'est la réponse, pour être honnête. Par contre, je pense que ce qui est fondamental, et c'est ce que fait chacune des startups, et c'est pour ça que c'est passionnant d'avoir autant de projets de startups, c'est que nous, on pose la question du côté consommateur final. Quel est son problème? Quel est son besoin? Après, ça peut être du service, la réponse à son client. Ça peut être de la transparence, qui n'est pas tant du service, de la transparence. Hein, c'est plutôt une démarche proactive. Donc, je ne sais pas si tout vient par le service. Par contre, elle vient d'une démarche fondamentale qui est à l'image de l'évolution de notre société. Donc, je ne vais pas faire un grand changement, mais le point que tu cites là sur Blablacar, je ne le connaissais pas, je le trouve hyper parlant. C'est ce besoin ou cette attention de qu'est-ce que veut mon consommateur et que c'est la satisfaction de mon consommateur qui est fondamentale et que cette satisfaction, je peux l'adresser par la transparence, par la manière dont je travaille, par le service que je peux lui apporter. Donc il y a plein de façons différentes d'y répondre, je pense. Très bien. On va arriver à la fin. Du coup, je vais vous laisser tous répondre à cette question-là, chacun à votre tour. J'ai bien aimé ce qu'a dit Stan. C'est assez simple. C'est aujourd'hui, la différence, c'est l'approche. C'est-à-dire que d'abord, on regarde ce qui est le client, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi son problème, et à partir de ce moment-là, on y répond. Et donc, comme vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas eu le droit de parler de vos boîtes l'un et l'autre, je vais vous laisser chacun à votre tour dire quel était le problème du client et comment vous y avez répondu pour finir. Et puis, on passera à la phase de questions et on va commencer par Martien. Alors nous, c'est simple, on a les 3 clients. On a les personnes qui cherchent à se loger et on a les personnes qui cherchent des locataires. Et donc, chacun a des problématiques différentes. Quand je cherche à me loger en colocation, je cherche les bonnes personnes. Quand je suis propriétaire, je cherche les personnes les mieux qualifiées. Et quand je suis professionnel de l'immobilier, je cherche en fait à adresser un nouveau marché qui m'échappait. Donc, nous, on l'a adressé de 3 façons. Proposer un matching des personnalités aux colocataires, proposer une offre professionnelle pour les agents immobiliers pour qu'ils puissent distribuer les biens qu'ils ont en gestion et proposer une application aux propriétaires pour mettre en location leurs biens immobiliers. Cynthia, quel est le problème que tu as identifié et comment tu l'as résolu? Je pense que c'est un problème que vous avez peut-être connu dans votre entourage, mais la recherche d'un bien immobilier, c'est un processus qui est long, qui est complexe, qui demande du temps. Et aujourd'hui, en fait, il y a un vrai pain client qui est de se dégager du temps pour ses recherches, d'avoir la bonne information pour pouvoir acheter en toute connaissance de cause. Et de l'autre côté, il y avait des chasseurs immobiliers qui sont une profession récente mais qui est en pleine explosion, qui justement répond à ce problème-là en accompagnant l'acquéreur, en se substituant à lui sur une partie de ses démarches et qui lui offre vraiment un service sur mesure dans son intérêt. Et donc la plateforme aujourd'hui, notre plateforme, elle est vraiment de réunir ces deux parties, de donner de la visibilité à ces chasseurs immobiliers qui aujourd'hui sont encore assez peu connus et de permettre aux acquéreurs d'être accompagnés dans leurs projets immobiliers, que ce soit dans la phase de recherche mais au-delà, avec des professionnels qui sont qualifiés par rapport à leurs projets, qui vont pouvoir choisir en toute connaissance de cause, en toute transparence de l'information, de leurs honoraires, de leurs avis clients, des dernières transactions qu'ils ont pu réaliser, et justement d'être accompagnés dans leurs projets avec cette transparence de l'information et cette notion de service. Nous, la question qu'on s'est posée il y a à peu près un an, c'est comment investir dans l'immobilier de manière assez accessible, simple et rentable. Donc on y a répondu sur ces 3 volets-là, de manière accessible en se mettant à plusieurs. Si on se met à plusieurs, c'est plus accessible. De manière simple, effectivement, en faisant une opération, c'est un bien immobilier, donc on sait exactement dans quoi on investit. Et de manière rentable, c'est pour ça qu'on s'est orienté vers l'immobilier commercial, qui est plus rentable que l'immobilier résidentiel. Paul?
Alors moi je reviens sur mon service. Nous on est parti plutôt de l'utilisateur dans son quotidien et aujourd'hui on a tous besoin de services simples. Je ne parle pas de conciergerie de luxe, hein, je parle de notre vie de tous les jours. Aller réparer une paire de talons, aller dans un pressing, la fameuse phase où on a besoin en urgence d'un plombier et tous ces services du quotidien, eh bien l'objectif c'était de les rendre plus accessibles. À la fois à son domicile, à la fois à son travail, à la fois sur son parcours du quotidien. Et donc c'est comme ça que notre plateforme tente de répondre à ces questions quotidiennes et qui permet voilà, de simplifier un peu son quotidien et son équilibre. Et enfin, Stan, toi? Nous, on a identifié chez le vendeur le besoin de vendre dans un délai déterminé et au meilleur prix, avoir la conviction d'avoir la garantie du meilleur prix à l'instant T, et chez l'acheteur de pouvoir acheter sereinement son bien immobilier avec le maximum d'informations. Et notre manière d'y répondre, c'était de proposer un nouveau mode de commercialisation, une nouvelle manière de vendre, voilà, qui s'avère être l'enchère. Très bien, merci beaucoup. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous avez des questions. On a le. Moi, ça m'a beaucoup plu. Je vais gagner quelques verres à la sortie, donc je suis très content. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si on a 5 minutes pour répondre à quelques questions. Ah, il faudra un micro. Bonjour. Moi, j'ai une question pour Paul. J'aimerais comprendre un peu mieux quel est le business model en fait de 4 épingles. Alors en fait on ouvre des corners de conciergerie. On t'entend pas, je pense. On t'entend pas. Tiens, garde le micro si tu veux. Allô, poser une question. ça y est. Nous ouvrons en fait des corners de conciergerie pour en rendre, en faisant travailler les artisans du coin pour aider les consommateurs. Du coup, proposer à ces consommateurs un corner, on a un abonnement sur 4 épingles, donc pris en charge par le professionnel. Et de l'autre côté, le consommateur il paye comme un grand ses prestations sur l'application mobile. Les partenaires nous rémunèrent une rétrocommission. Ok, donc en fait, moi j'ai accès à l'application de manière gratuite. Je paye juste la prestation ensuite au tarif. Au tarif du marché, donc tarif du marché. en effet, oui. Ok, et vous rémunérez sur les professionnels. Tout à fait. Ok. Sur le savoir-faire qui est justement, on leur apporte finalement le cordonnier par exemple du coin, on va lui apporter du chiffre d'affaires supplémentaire tout en le mettant en commun, en fait, en lien avec son voisinage. On s'occupe aussi de la logistique, c'est-à-dire que vraiment le consommateur, c'est un service plus simple au prix du marché pour simplifier encore une fois son quotidien. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Tiens. Merci. Bonjour à tous et merci pour toutes ces interventions intéressantes. Alors j'ai l'impression d'avoir beaucoup entendu parler de transparence, d'accès à l'information, mais moi je le vois sous l'angle plutôt de la confiance en fait. Les gens ont besoin d'avoir accès à ces informations parce qu'il y a un manque de confiance, il y a un déficit, je dirais, de confiance dans l'immobilier. Donc vous apportez effectivement probablement une solution à ce déficit de confiance qui est un peu lié à l'historique du secteur, ou je sais pas, dans les sondages, quand on entend ce que pense un particulier d'un agent immobilier, c'est pas souvent très positif. Donc moi, est-ce que la confiance n'est pas ce terme-là qui serait plus juste? Et aujourd'hui, je trouve que les conditions ne sont pas encore réunies, malheureusement, pour que l'accès à l'information soit vraiment suffisante, comme on peut le voir aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de ça aujourd'hui, qu'en France, on améliore justement cet accès à l'information? Je parle par exemple de géolocalisation des biens, ce genre de choses qui sont courantes, monnaie courante aux US. Je prends. Merci. Et tu visais beaucoup la transaction dans ton imagine l'immobilier, parce que là c'est vrai que le thème est très général, c'est immobilier. Là c'était un point sur la transaction. Ouais, plutôt, ouais, bien sûr. Alors, ça fait 2 ans qu'on a monté Imoxo. Je sais
récupérer ma tournée, ça me fait plaisir. Mais ça fait 10 ans que je travaille dans l'immobilier, 15 ans même. Et la notion de confiance, en fait, pour moi, elle vient pas d'une déficience du professionnel. Elle vient de l'importance de l'enjeu de l'acte immobilier qui fait que par nature, la nature humaine, et ça s'est amplifié avec l'accès à Internet et les informations, parce qu'avant on allait voir son CGP, on lui faisait confiance, pour les investissements on lui faisait confiance, et voilà, maintenant c'est plus le cas. Maintenant on doute de tout, on veut avoir des questions, et donc c'est les mentalités qui ont évolué, et donc on va dans ce sens-là. Donc pour moi ça reste la transparence, mais par contre la confiance rentre en jeu si ce professionnel ne rend pas son devoir de transparence. Et donc s'il ne fait pas cet effort d'apporter les informations. Et c'est vrai que maintenant, on va vers des sites de professionnels, je prends l'agent immobilier, qui ont un site des années 80, on se dit donc c'est bizarre, c'est un truc un peu louche, on se pose tout de suite des questions. Dès qu'il n'a pas de service, on va se poser des questions. Donc, quelque part, on est obligé d'apporter ces services, d'apporter la géolocalisation, qui n'existe pas en France pour des raisons totalement différentes de la confiance. Hein. C'est juste des questions de structure de mandat, de transaction, de mandat simple versus mandat exclusif. Donc pour ce sujet-là, je le mets de côté. Mais le reste, je pense que ça change beaucoup. Je pense qu'on va vraiment dans la bonne direction. Je suis convaincu que le travail que fait les startups, et Michel Goutor l'a posé comme une question, mais moi je trouve qu'on a déjà apporté la réponse. Avoir un salon comme le Rent qui fait 150 exposants de 150 startups, dont 90% bossent en B2B, pour aider les professionnels à répondre à ces enjeux dont on vient de parler, ça veut dire que le travail est vraiment dans la bonne voie. Donc très rapidement, on rattrapera les standards, qui d'ailleurs je ne considère pas être les standards américains. Tu veux compléter, Martien, peut-être? Moi, je voulais juste compléter sur la confiance. Je pense que plutôt que de parler d'un manque de confiance, il faut plutôt parler de suspicion. Puisque quand c'est la personne qui va vous vendre le service, qui vous donne l'information, vous pouvez remettre en cause l'information qu'il vous donne. Donc en fait, en donnant de l'information, en étant indépendant des professionnels, on permet aussi de lever ce doute et ensuite de pouvoir mettre en relation finalement le particulier avec le professionnel. Donc moi, je parlerais plutôt de suspicion plutôt que de manque de confiance. C'est le conflit d'intérêt de l'intermédiaire. Vous avez d'autres questions? Moi, je peux en parler des heures de cette question-là. Moi aussi. J'ai vu une main se lever devant. C'est bon, j'aurais fait mon sport de la journée. Bonjour, Luc-Étienne Rouillard de Business Immo. Je me demandais, on parle beaucoup ce matin de services, d'innovation, de nouvelles façons de traiter l'information. Pourquoi, selon vous, cette impulsion-là vient des startups et non des acteurs établis du monde de l'immobilier? Pourquoi avoir lancé, vous, des startups au lieu d'essayer d'impulser ça dans le monde traditionnel de l'immobilier? Parce que les startups ont l'avantage des petites structures, avec moins de personnes, moins de contraintes, moins de règles. Donc on peut bouger beaucoup plus facilement, on peut créer un site en 2 heures, on peut créer une application en 2 jours, contrairement aux grands groupes qui ont certes une force de frappe beaucoup plus importante, mais mettent beaucoup plus de temps pour bouger. Et c'est aussi l'image du village ici, où on met en relation des startups et des grands groupes, justement pour qu'elles travaillent ensemble au final. C'est que les grands groupes ont besoin des startups, les startups ont besoin aussi des grands groupes, elles ont besoin de travailler ensemble. Mais il y en a une qui bouge beaucoup plus vite et qui se crée très vite et qui crée un service très vite. Et il y en a une qui a plus de moyens, et qui la startup peut prendre aussi beaucoup plus de risques que le grand groupe qui a besoin finalement de valider en comité. Ça prend 6 mois, 1 an ou 1 an et demi. Donc il y a cette agilité et cette rapidité. Et nous, on parle pour nous, on est effectivement tous les 4 des plateformes, tous les 5. Je sais pas qui manque. Toutes les 5 des plateformes, et on n'est pas exclusif des professionnels traditionnels. On est effectivement un tiers indépendant qui peut apporter, ce que disait Martien, de la confiance, parce qu'on est indépendant dans les jugements qu'on peut avoir sur les professionnels qu'on va référencer, avec lesquels on va travailler. Mais si on fait le parallèle sur l'anecdote de Blablacar, c'est la même de celle d'Uber. Uber, finalement, on ne retient pas le fait qu'ils ont dématérialisé le paiement. Ce qu'on retient d'Uber, c'est que les chauffeurs sont sympas, que les voitures sont propres, qu'il y a des bouteilles d'eau et qu'il y a des prises dans les voitures. Donc finalement,
La start-up, la dématérialisation, l'innovation, elle est extrêmement importante parce qu'elle permet de nouveaux usages, elle permet de nouvelles collaborations. Mais le point final et l'interaction finale, elle est quand même du client avec le professionnel immobilier, avec le produit. Et donc nous, on est vraiment un complément et on n'est pas exclusif des professionnels installés. Juste pour compléter, c'est important parce qu'il faut aussi rappeler que la start-up, parfois, fait peur aux professionnels. Et nous, ce dont on a besoin, c'est que les professionnels fassent confiance aussi à ces innovations et nous donnent une chance de mettre en avant ces nouveaux services, ces nouveaux usages pour clairement faire bouger les lignes et sortir des situations qui sont les mêmes depuis de nombreuses années. Ouais, juste pour compléter, effectivement, c'est des outils qui sont complémentaires. La force d'une startup, c'est de pouvoir penser à côté de la boîte, comme on dit en anglais, c'est think out the box. Et c'est la grande force des startups, là où les grands groupes sont dans des cadres et dans des méthodes de pensée qui sont déjà là depuis des années, avec des process qui sont déjà là depuis des années. Et c'est très complémentaire, en fait, justement d'avoir des gens qui pensent hors du cadre, qui ont besoin de ces acteurs-là pour rentrer aussi dans le cadre et travailler ensemble et faire évoluer le secteur conjointement. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'on est concurrent, par exemple, du Crédit Agricole Immobilier. C'est pas une histoire de concurrence, c'est plus une histoire de complémentaire. Où on peut travailler ensemble pour le bien finalement du client final qui est le particulier. Vous avez parlé des services pour rendre l'immobilier plus accessible, mais ces services, ils ont un coût. Et on n'a pas parlé des coûts de l'immobilier, donc des professionnels, de vos nouveaux services. Est-ce que vous pensez que pour rendre donc l'immobilier plus accessible, il va falloir aussi que chacun baisse ses coûts? Est-ce que c'est un vrai sujet ou pas? De toute façon, il faut avoir en tête qu'un service supplémentaire engage un coût supplémentaire. Si on reprend l'exemple d'Uber, est-ce qu'on est prêt à payer un peu plus pour un peu plus de confort? A priori oui, parce que les gens utilisent quand même de plus en plus Uber et partout dans le monde. Donc effectivement, si on veut avoir un service un peu supplémentaire pour mieux se loger, pour mieux vendre, pour mieux investir, il faut effectivement s'attendre à payer un peu plus. Moi, dans le cadre de la transaction immobilière, après avoir positionné notre vision qui était vendeur et acheteur sur les fondamentaux d'Imoxo, notre approche notre approche du secteur en termes de stratégie de développement, ça a été B2B2C. Donc on a été voir Crédit Agricole, Foncia, Century 21, qui sont des partenaires pour lesquels on travaille, et on leur a dit, grâce à cette solution, vous allez réduire des coûts. Donc je pense qu'il n'y a pas un nous qui dit aux professionnels, ça va être un truc en plus que vous allez empiler sur un service, ça va être grâce à ça, vous allez gagner plus de temps, vous allez générer un chiffre d'affaires supplémentaire, et donc au finish, on est créateur de valeur. Et c'est fondamental parce que sinon, c'est pas compliqué, il n'y a pas un professionnel qui travaille avec nous. Il n'y en a pas un qui acceptera. Oui. Alors, est-ce qu'on va pas passer pour ces questions-là qui vont être un peu plus sur chaque personne où on va pouvoir se rencontrer autour du café. Je sais qu'il restait une question là-bas. Est-ce que c'est pareil, c'est très personnel ou c'est global? Je finis sur cette question-là et après vous pourrez aller discuter avec chacune des startups vraiment pour savoir qu'est-ce qu'elle fait et comment elle va améliorer le monde et rendre l'immobilier plus accessible. Ouais, merci. Vous faites tous des plateformes et je vous demandais ce que vous pensiez de la réalité virtuelle et vers où on se dirige sur les nouvelles technologies, justement sur vos plateformes comme la 3D, la réalité virtuelle. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous croyez ou pas du tout? Oui, énormément, personnellement. C'est pour moi une totale évidence que mais c'est très personnel, hein, et c'est complètement différent d'Imoxo, mais c'est évidemment que la fusion entre le monde physique et le monde digital ne va faire que s'amplifier, quoi. Après, je pense que le contact humain est quand même important. Est-ce que vous êtes prêt à acheter un appartement, l'ayant visité uniquement en ligne et virtuellement? Je pense que c'est une très bonne première étape. On a quand même besoin. Enfin, je sais que moi personnellement, je n'achèterai pas un appartement que j'ai pas visité physiquement. Alors, je fais peut-être une prévisite virtuelle, mais en tout cas après ça, je vais le visiter concrètement sur place. Pour moi, ça pourra pas remplacer, en tout cas dans l'immédiat, mais ça peut être une première étape de simplification. Est-ce que c'est un problème de confiance du système? Non, mais c'est un problème de sentiment, de feeling. Après, très personnel, hein, mais ça viendra peut-être dans le moyen long terme, mais en tout cas sur le court terme, je pense que c'est plus une aide que quelque chose qui va remplacer. C'est un moyen de prolonger le parcours, c'est ça? Ouais. D'initier le parcours même. Voilà.
Moi, je suis du même avis que toi. Moi, la visite 3D en remplacement de la visite physique, j'y crois pas trop. Par contre, en termes de qualification en amont, ça peut apporter un plus aux professionnels. Donc, on va dire que ce sont des outils à intégrer, mais qui ne vont pas remplacer le contact physique, parce que là, on a affaire à un engagement de long terme, hein. Bien souvent, c'est le plus gros investissement d'une vie. Donc, à un moment donné, il faudra bien se rendre sur les lieux, toucher, avoir le contact physique avec le bien immobilier. Et ça, non, 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 non. En fait, les photos c'est important d'avoir des photos de bonne qualité. Et là, en fait, il y a beaucoup de services maintenant qui proposent des photos de très bonne qualité. Mais à un moment donné, on veut quand même visiter le bien immobilier, ne serait-ce que pour voir les alentours, pour voir la résidence, etc. Pour le ressentir. Par contre, aujourd'hui, il y a besoin des photos de qualité. Est-ce que demain, il n'y aura pas besoin d'une visite virtuelle de qualité? C'est une question qu'on a en droit de se poser. Ouais. Et pour compléter sur la visite virtuelle, pour moi, ça va arriver. C'est qu'une question de contextualisation de comment tu l'utilises. Pour préqualifier, pour faire gagner du temps, visiter 10 biens au lieu d'en visiter un seul au sein d'une agence. C'est toutes ces choses-là qu'il faut penser et pas imaginer juste la visite virtuelle en remplacement réel d'une visite avant achat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci bien. On va rajouter peut-être un dernier petit point sur Upstone. N'hésitez pas à venir nous voir. Enfin, vous avez nos emails de contact. De venir nous voir, d'échanger avec nous. Et l'idée, c'est vraiment qu'on puisse échanger avec vous prochainement, de faire des événements qui soient récurrents et d'avoir de plus en plus de gens qui participent à ces événements. Donc, on vous attend. Vous aviez bien repris le thème de la conférence aujourd'hui sur comment les startups peuvent rendre l'immobilier plus accessible. En fait, j'avais proposé à d'autres personnes.